C'est le feu actuellement en Californie. Il y a des émeutes qui se déroulent en Californie, particulièrement à Los Angeles. Et ça crée beaucoup, beaucoup de remous du côté de nos chers camarades états-uniens. Est-ce que la Californie va scissionner? Est-ce que, encore une fois, Chris a fait des prédictions avant tout le monde qui vont s'avérer finalement justes? Vous pourrez aller voir la capsule que nous avions faite au moment de la prise de pouvoir de Donald Trump, où Chris évoque une possible partition des États-Unis et particulièrement au niveau de la Californie. Le hot take de position, c'est dans 4 ans. La Californie n'est plus dans les USA. Trump est président à vie empereur. Enregistrer ça, parce que de toute façon, c'est tellement délirant que si ça marche pas, tout le monde s'en fout, mais si ça marche, je mange là-dessus pendant 10 ans. Donc, comme vous le savez, Trump fait un deuxième mandat après avoir fait une petite pause. Mandat qui se présente vraiment sous une orientation politique extrêmement à droite, voire même, voilà, il y a des gens qui parlent de dérive fasciste, etc. Et notamment avec une politique de l'immigration extrêmement brutale, extrêmement forte. Et énormément de gens actuellement sont arrêtés aux États-Unis et raccompagnés à la frontière, particulièrement dans les populations qui sont issues d'Amérique centrale ou d'Amérique latine. Dans ce contexte-là, des émeutes ont éclaté contre l'ICE, donc l'ICE, l'espèce de police de l'immigration états-unienne. Des émeutes qui ont éclaté la semaine dernière et ça crée un mouvement immense. La réaction de Donald Trump a été d'envoyer la garde nationale. Alors la garde nationale, si on devait faire une sorte d'équivalent avec la France, c'est pas vraiment l'armée, ça ressemblerait plus aux gendarmes. C'est-à-dire que c'est un peu l'armée, mais pas trop. Voilà, je Ouais, vais c'est dire comme ça. difficile, c'est difficile Voilà. de se rendre compte. C'est pour difficile nous. de faire vraiment une transposition à notre système à nous. Mais comment dire, c'est pas les Marines non plus. Quoique, il me semble qu'il avait aussi mis quelques Marines prêts à, Ça reste une prêts police, à quoi. intervenir si besoin. Voilà, c'est ça. Et donc, il a décidé de faire intervenir la garde nationale pour faire revenir l'ordre contre l'avis des autorités locales de l'État de Californie. Il y a eu notamment une prise de parole de Gavin Newsom, qui est le gouverneur californien, qui s'est insurgé et qui s'oppose actuellement très fortement à Trump, qui a plusieurs prises de position très anti-Trump. Voilà, je vous ai mis le décor en gros. Et nous, ce qu'on va essayer de faire dans cette capsule, c'est d'analyser tout ça, d'essayer de comprendre ce qui est en train de se jouer au niveau des États-Unis. On va se poser tous la question ensemble de est-ce qu'on n'est pas 100% des gens de la planète non États-Unis à avoir un intérêt à ce que ce pays se partitionne? Moi, je pense que oui. Et donc, c'est peut-être presque un peu une bonne nouvelle pour nous, la manière dont ça se passe actuellement. Chris, comment vas-tu? Qu'as-tu à dire sur tout ça? Ouais, ça va. Nous, tu te rappelles, donc on était en novembre, on sortait de l'élection de Trump et on avait fait, je sais plus sur quoi, sur Tatiana Ventose, ou je sais plus, enfin, un truc, on avait fait un react. Et puis après, on avait du temps et tu nous avais dit, faites sur Trump. Voilà. Et donc, on avait laissé libre cours à notre fantaisie avec Padu. Et on avait annoncé, bah, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse. Vraiment, les États-Unis, c'est vraiment un pays qui me passionne. Et on avait annoncé que le Trump de 2024, comme il a une élection beaucoup plus massive que le Trump de 2016, c'est-à-dire avec un assentiment populaire beaucoup plus important que face à Hillary Clinton. Hein. Je rappelle, Hillary Clinton avait eu, on va voir dans le détail ensuite, mais avait eu le vote de masse. Là, il a eu l'intégralité du vote par les grands électeurs et même en nombre. Il a eu aussi énormément de votes populaires, bien plus qu'en 2016. Et donc, ce qu'on disait, c'est que les volontés de Trump avec cet assentiment seraient extrêmement problématiques, extrêmement critiques, et pourraient se percuter justement avec la dynamique fédérale. Donc, on a pré-shot, on a dit, bah, vous pouvez aller voir sur notre compte Twitter, pas du tout, on a mis l'extrait vidéo, où on dit, bah, à la fin du mandat de Trump, dans 4 ans, en 2028, la Californie sera un État indépendant. Voilà. Donc on a... Alors attendez, Chris, je me permets, en plus de ce que tu es en train de raconter, que là, nous, il ne s'agit pas de dire le gouverneur de la Californie, trop bien, c'est notre camarade, c'est la révolution et tout, Gavin Newsom. Je vois des gens qui disent, ah, mais c'est quand même un peu macroniste et tout, mais évidemment, Mais non, évidemment. De toute façon, enfin, je veux dire, il n'y a pas de politique états-unien très en vue et au pouvoir qui est notre assentiment à nous. Enfin, je veux dire, vous imaginez bien que ce pays a une gauche de droite et une droite d'extrême droite, donc c'est un peu compliqué pour nous. Mais voilà, ce qu'on observe, c'est les dynamiques et ce que ça veut dire derrière, quoi. Ben, c'est surtout que face à un empire fédéral que sont les États-Unis qui est en voie de fascisation, quoi,
avec Trump, ou en tout cas d'autoritarisme avancé et d'autoritarisme réactionnaire. Il suffit de le voir sur l'avortement, etc. Même un macroniste est progressiste, quoi. Il faut jamais juger les gens à leur corpus d'idées. C'est-à-dire, il faut toujours regarder leur corpus d'idées à l'intérieur de la dynamique historique insérée dans les structures de son époque et les structures mentales et sociales de son époque. Si vous prenez un bourgeois égalitariste et libéral aujourd'hui, c'est un conservateur, voire même un réactionnaire. Le même bourgeois marchand, égalitariste et libéral au XVe siècle, c'est un révolutionnaire. Tout ça, ce sont les dynamiques historiques. En tant que marxiste, c'est ça qui nous intéresse, l'analyse concrète de la situation concrète. Et là, quand on voit la dynamique nationale, c'est-à-dire californienne, face à un Trump en voie de fascisation, on est dans la même posture que Marx et Engels dans les années 1840, où on se dit même les nationalismes progressistes contre l'Empire austro-hongrois en déliquescence, etc., sont quand même des forces possibles, révolutionnaires et des avancées. Ce cher gouverneur californien, sur son corpus d'idées, est un macroniste, mais inséré face à Trump, il devient un possible progressiste, en tout cas un pas en avant dans la destruction de l'Empire américain, qui est une nécessité pour la planète. Ça, il faut bien vous en rendre compte. C'est une nécessité pour le progrès de l'humanité concrète. Voilà, la destruction de cet empire qui pèse énormément sur la vie de l'humanité tout entière. Tout à fait. Donc voilà, donc il y a ces émeutes et donc Chris nous a préparé des petits diapos parce que c'est un peu un fan du diapo. Il fait des très beaux diapos pour qu'on comprenne des trucs. Alors là, déjà, on va regarder un petit peu des images. Là, vous voyez, donc c'est des images qui sont très impressionnantes, qu'on fait le tour du monde. Alors, ce qui est intéressant, j'ai mis des images pour mettre en entrée, mais vous voyez, il y a une image entre la Californie, les États-Unis et le Mexique. La volonté, justement, de rentrer en conflit contre Trump et contre ce que tu disais, contre l'ICE, c'est-à-dire la police des frontières et de la douane, quoi. Juste pour vous donner un ordre d'idée, ça fait longtemps que les Californiens se battent contre les forces de l'ICE. Donc, je vous l'ai mis ici. Donc là, explique-nous un peu, Chris. Qu'est-ce que tu veux nous raconter avec ça ? Attendez, pardon, je recale la page. En attendant, je voyais dans le chat Padu qui demandait ce que disait le camarade Xi Jinping, qui est à la tête de la Chine, évidemment. Alors Padu dit ça parce que moi, je regarde beaucoup ce qui se raconte et tout. Et vous imaginez bien que la Chine, qui est dans une opposition frontale dure là en ce moment avec le pouvoir trumpiste, s'en donne à cœur joie pour parler de la libération du peuple californien, l'histoire de la Californie qui pendant longtemps a appartenu au Mexique. Et donc, si vous voulez vous amuser un peu et voir une parole internationale un peu différente de ce que vous voyez d'habitude, vous pouvez aller regarder ce que racontent les comptes officiels des dirigeants chinois, pas que Xi Jinping, d'autres aussi. Alors, je suis désolée pour ma prononciation du mandarin qui est évidemment extrêmement mauvaise. Je vois que ça dit cette bonne guerre dans le chat. Oui, évidemment, cette bonne guerre. Surtout vu la situation actuelle, encore une fois, entre Trump et la Chine. La Chine se tape des barbes, totalement. Et vraiment, je vous dis, allez suivre le camarade de Xi sur Twitter. Oui. Vous allez rigoler. Justement, c'est intéressant parce que en plus, on sait que les États-Unis vérifient justement les processus d'autonomie des nations autour de l'Empire chinois. On sait qu'il y a un problème avec Taïwan, qui sont pour moi des contre-révolutionnaires, mais bon, j'ai une tech sur Chiang Kai-shek, mais on pourra en parler de la révolution chinoise un jour. Et donc oui, on sait qu'après Hong Kong, la Chine va vouloir essayer de voir comment elle peut réinsérer Taïwan dans son giron. Et là, ils font l'inverse, les Chinois, ils montrent justement que les États-Unis sont en train d'être en déliquescence, et pour tenir, ils n'utilisent que la force. Et donc, Xi Jinping a dit qu'il regardait ce qui se passait à Los Angeles pour voir si les libertés allaient être préservées et qu'il serait temps que, justement, la nation californienne progressiste et égalitaire s'affranchisse de l'Amérique autoritaire. Donc, c'est très, très intéressant. C'est ça, et c'est assez délicieux à lire. On fait des pré-shots, mais on a pré-shot l'indépendance de la Californie. C'est pas très dur, mais vous verrez que Pékin sera le premier pays à reconnaître ce pays officiellement. Donc la crise en Californie, c'est causé par la politique de déportation des immigrés illégaux. Je dis bien des déportations. L'ICE, donc la police douanière fédérale, dans un état très dépendant de l'immigration. Vous voyez, donc je vous ai mis en haut à gauche
le niveau d'immigration en fonction des États. Et vous voyez que la Californie est Ah, celle donc qui c'est en dépend surtout le plus. Californie, Floride, Texas, quoi, en gros. Hein. Et puis après, Exactement. bon, Et un petit peu plus haut, vous voyez, là où il y a beaucoup d'industries encore manufacturières. Donc, c'est vraiment un territoire qui en dépend beaucoup parce que c'est aussi un territoire extrêmement dynamique. On en a discuté un peu en off, mais j'ai revu mes chiffres. En 2024, la Californie est considérée comme le 4e PIB mondial. 4 000 milliards de dollars. Si elle sortait des États-Unis, elle serait le 4e PIB mondial, la 4e puissance mondiale. 4 000 milliards de dollars, c'est 2 fois notre PIB à nous, la France, hein, Ouais, c'est c'est un ça, peu en termes d'ordre de une grandeur. fois et demie, un peu Ouais, moins de 2 fois, quoi. ok. Voilà. Juste pour vous donner une idée, hein, les États-Unis sont autour de entre 25 et 29 000 et les Chinois sont à 18 000. La concentration du PIB aux États-Unis est folle. Il serait entre la deuxième et la première place malgré le départ de la Californie. C'est un territoire très dynamique donc où les immigrés trouvent du travail et donc il y a des mouvements de population. Aussi, vous le voyez donc dans le détail en dessous, c'est centré sur les très grandes métropoles. Donc c'est pour ça que vous allez voir beaucoup d'émeutes à Los Angeles, parce que c'est la plus grande métropole de Californie. Et donc les mouvements de protestation contre l'ICE ne datent pas de ce dernier week-end, mais datent de très longtemps. Dès le lendemain des élections de Trump, il y a eu justement un mouvement de protestation contre l'ICE. Et ça datait même d'avant, parce que l'ICE date de 2011, et il y a toujours eu des mouvements de protestation là-bas. Et des gens progressistes pour dénoncer la manière dont on attaque les immigrants et surtout la manière dont on les traite. Il y a vraiment une façon de les traiter qui est semblable à ce que nous on fait chez nous. Hein. Là-dessus, on est extrêmement précurseurs avec des centres de rétention, avec une violence, avec des patrouilles. Voilà. Donc je le rappelle, hein, on est nous-mêmes pour la liberté de circulation de l'humanité, partout et tout le temps. Donc, il n'y a pas de bonne manière de ramener les gens à la frontière. Hein. On est d'accord Non, il n'y a ici. pas de... Non, 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 non. Surtout toi Si, qui on es le fait, mais médecin, de en manière, plus, tu le vois. de Mais... manière gentille. On fait comme ça, on dit qu'on a offert un sandwich et que du coup, ça passe, quoi. Du coup, ça passe, on est des gens sympas. Je vous ai mis un petit peu de détails dans le slide pour vous montrer que les immigrants sont en Californie très très importants. Ils participent grandement aux forces de travail, donc forcément aux travaux les plus pénibles. Hein. Et ce que veut faire Trump, c'est justement de casser cette dynamique d'immigration pour la prospérité de son pays. Ce qui est paradoxal, hein, parce que c'est quand même l'histoire même des États-Unis d'être construit sur l'immigration. Là, ce qu'il veut, c'est justement renvoyer un maximum de gens à la frontière et faire en sorte de faire baisser un maximum les salaires, les prestations locales pour que le travail soit repositionné localement. Voilà. Ensuite, on voit une militarisation des luttes internes aux États-Unis, qui n'est pas spécifiquement aux Los Angeles, mais qui se reconnaît et qui avait été accélérée avec Black Lives Matter en 2021 et depuis aussi avec la Palestine, parce que vous avez aussi énormément d'universités, d'étudiants progressistes, et donc on voit aussi l'effet du néoconservatisme dans ce pays. Là, je vous ai mis un truc, c'est justement sur le week-end dernier, on a vu que des drones militaires ont été déployés pendant les émeutes. Hein, vous voyez, donc ça, c'est des chemins de drones qui font des hexagones comme ça. Et ça, c'est des drones militaires qui ont été déployés en surveillance, voire même certains drones en capacité d'action contre les manifestants à Los Angeles, quoi. Et donc, ce que disait tout à l'heure notre camarade Zoé, l'envoi de la garde nationale en Californie. C'est extrêmement complexe de comprendre ce que c'est la garde nationale, parce que c'est un État fédéral. C'est comme s'il y avait une police européenne qui intervenait pour réprimer des manifestations françaises. Voilà. C'est un peu une espèce de police fédérale extérieure, même si c'est la même nation, donc j'essaie de faire des parallèles, c'est compliqué. Mais vous voyez, c'est une police qui n'a pas le droit d'intervenir normalement légalement. La police chez nous est nationale, et ce depuis Vichy. On le rappelle jamais assez que le concept de police nationale a été inventé par Vichy. Et donc, effectivement, elle intervient partout. La garde nationale est une police extra-étatique, quoi, des États fédéraux. Et donc, il y a des processus pour pouvoir intervenir. Il doit y avoir la demande du gouverneur, il y a des processus constitutionnels, etc. Et là, Trump a envoyé la garde nationale contre tout processus constitutionnel. Et donc, le gouverneur de Californie a lui-même dénoncé cette intervention en disant que c'était une intervention qui ne respectait pas la Constitution fédérale. C'est quand même intéressant parce qu'on voit justement que cette crise est ce qu'on dénonçait nous, une crise politique, mais qui est en train de se transformer en crise institutionnelle et donc de fait en crise nationale. Vous
voyez, donc la crise en Californie s'accompagne de lutte entre les démocrates et les républicains. La présidentielle américaine, vous voyez, en Californie, on a eu énormément de votes démocrates. Il y a quelques petites villes qui ont été majoritairement républicaines, mais vous voyez le gros rond là ici, c'est Los Angeles. Toute la Californie a voté majoritairement démocrate. La Californie est depuis toujours un bastion démocrate. Il n'y a aucun, sur la logique des grands électeurs, il n'y a aucune chance que les républicains gagnent là-bas. Même s'ils ont eu des gouverneurs républicains comme Schwarzenegger, mais il faut bien vous rendre compte que Schwarzenegger était quelqu'un considéré comme de gauche par les républicains. Vous voyez, donc... Ce pays de zinzin. C'est trop... Non, mais pardon. Non, mais j'avoue. Donc, non, mais il faut se rendre compte. Faut se rendre compte, effectivement. Alors, c'est intéressant, parce que vous voyez aussi les populations où elles sont concentrées. J'ai toujours un problème avec... pour moi, le rouge, c'est la gauche et le bleu, mais c'est moi la aussi, droite. ça Les me Américains, trigue à fond. ils font l'inverse. Me dire que la couleur de Trump, c'est le rouge, je n'arrive pas à m'en remettre. Hein, vraiment, je n'y arrive pas. Et je sais pas pourquoi nous, on garde ce truc-là extérieur culturel. Je sais pas pourquoi on traduit pas les couleurs, mais pour un autre... Oui, bah c'est... Tu sais, Voilà. pour mes Chris trucs... a dit, nous sommes colonisés mentalement par ces États-Uniens débiles qui osent mettre la glorieuse couleur rouge à des républicains états-uniens qui sont la pire droite du monde. Moi, je suis d'accord, Chris, avec ta take. Bah ouais, mais moi, je pense que les couleurs, tu vois, c'est comme un langage. Je fais une digression, mais je trouve que ça devrait être traduit aussi, quoi. Tu vois, si une couleur a Je suis assez d'accord. une signification dans une langue, il faut essayer de la traduire. Bon, bref. Je suis assez d'accord. Donc, en tout cas, ce qu'on voit, ce que tu expliquais, c'est que, en fait, c'est un pays où il y a une partition extrêmement nette, avec vraiment des fractures politiques majeures entre différents, et avec des fractures politiques qui se font vraiment sur un plan spatial et qui perdurent dans le temps. C'est-à-dire que c'est pas des fractures nouvelles, c'est des fractures qui existent depuis longtemps et qui là s'intensifient. Avec une espèce de... Alors, je sais pas si on peut parler de moïsation aux États-Unis, parce qu'on peut pas vraiment dire qu'ils ont une gauche, tu vois, vraiment de gauche et tout. Enfin, il y a une vraie gauche états-unienne qui existe, mais qui est très, 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 très loin d'accéder à une position qui leur permette de se présenter à une élection et d'avoir une chance de la gagner, en tout cas en l'état actuel des choses. Et donc, ce qu'on voit, c'est que tu as vraiment une nette différence, une nette partition. Et je me souviens, Chris, que toi, tu avais eu une take quand Trump avait été réélu. Je me souviens que tu avais dit, alors Trump, c'est fascisant, etc. Je pense que là, tout le monde est relativement d'accord. Toi, tu avais dit, les États-Unis pourront pas vraiment sombrer dans le fascisme parce que c'est un pays qui est trop différent. Ouais. Et donc, ça pourra jamais être la totalité du pays qui tombe là-dedans. Et ça va créer des tensions et des risques de sécession. C'est ça. En fait, il faut... je persiste. Un empire ne peut pas devenir fasciste. Alors ça, c'est vraiment une analyse matérialiste. Un empire n'est pas... assez cohérent nationalement, parce que je considère les États-Unis comme un empire, hein, effectivement, je suis un communiste, n'est pas assez cohérent en termes national, en termes de rapport matériel, pour pouvoir sombrer unilatéralement dans le fascisme. Et en plus, les États-Unis ont un rapport très libéral aux choses très extérieures à leur capitale, Washington, etc. Ils ont un rapport beaucoup plus citoyen à leur État. Juste pour vous donner un ordre d'idée, aux États-Unis, les participations présidentielles, alors dernièrement avec les enjeux, ça a un peu monté, mais c'est des participations qui sont historiquement très très basses. À une époque, dans les fins des années 90, début 2000, ils ont été obligés de les mettre en même temps que l'élection du comté et du shérif du coin pour être sûr que les gens se déplacent. Donc on est vraiment dans un processus impérial où les gens sont de moins en moins convaincus de la nécessité de cette unité, impériale et fédérale. Et donc, la processus de fascisation ne pourra pas toucher tout le monde parce qu'il y a trop de dissymétrie et il y a des consciences nationales qui sont en train d'émerger. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, si on peut vous regarder dans le fascisme des années 30, on voit bien, par exemple, que le nazisme, par exemple, c'était dans l'Empire allemand à l'époque, qui est quand même quelque chose de beaucoup plus petit, beaucoup plus resserré que les États-Unis, hein, mais il est arrivé vraiment dans la déliquescence du royaume prussien. Par exemple, les anciens États bavarois ont complètement très peu voté, par exemple, pour Hitler, notamment aux élections législatives de 1932, justement parce qu'ils n'avaient pas cette même conscience nationale que les Prussiens, qui avaient cette vision impériale. Et voilà, bon, on pourra en parler longtemps là-dessus. Voilà. Mais donc, voilà, ma logique, c'est de dire, si Trump veut la fascisation, il aura en même temps la dislocation.
C'est ce qu'on voit en fait ici. Je vous ai mis un petit encart dans le texte. C'est ce que dénonce Gavin Newsom, le gouverneur démocrate de Californie, de dire qu'il voit un pas incontestable vers l'autoritarisme et ils ont annoncé justement des poursuites judiciaires contre l'administration de Trump. Il dénonce la décision du président républicain d'envoyer la garde nationale sans l'aval du gouverneur. Là, on est vraiment dans des processus de dislocation d'empire. Vous voyez, quand le roi local ne veut plus de l'autorité impériale chez lui, quoi. Il faut voir ça comme ce qui s'est passé au 19e siècle ou au 9e siècle. Vous pouvez remonter à Charlemagne, je ne sais pas. Donc, vous avez des structures locales qui commencent à dire nous, on va faire sans vous, sans votre autorité. Et en général, la première des autorités qu'on dénonce, c'est l'autorité militaire. Et on va dire la force, quoi. Et donc, c'est ce qui fait que les États-Unis, dans leur dissymétrie, ne pourront jamais devenir fascistes totalement. Parce que vous voyez, il y a déjà des résistances qui s'installent et des résistances à l'échelle nationale. Par contre, effectivement, on pourrait faire un processus accéléré, mais imaginons demain, il y a une dislocation, d'abord, je pense, de la Californie, sûrement ensuite de New York. C'est les deux qui seraient le plus tendance à disloquer. Mais qu'au milieu, là, vous voyez dans la slide, vous voyez, il y a beaucoup de rouge, etc. Tout cet espace-là deviendrait, et de fait le vide, je pense aussi, un fascisme accéléré trumpiste. Bon, ça serait quand même extrêmement problématique. Faut pas qu'on soit clair. C'est pas une bonne nouvelle. Ça reste la sauce. C'est toujours moins pire. C'est toujours moins pire que parce qu'ils seront obligés de gérer des problèmes internes. C'est toujours moins pire que imaginer cette structure monstrueuse, unilatérale en termes de PIB, en termes de force militaire, devenir totalement fasciste. Voilà. C'est moins pire pour nos tronches qu'il y ait que cette espèce de gros bloc au centre là qui vire fasciste zinzin sans New York et sans la Californie que si c'est tout le bloc qui vire fasciste zinzin. Ok. Complètement. Alors, ensuite. Alors, comme on a beaucoup parlé des hispaniques, je voulais vous montrer un petit peu un fait intéressant. La population hispanique, alors vous voyez, ça c'est je vous ai mis des votes de 2024 et de 2016 pour comparer. Alors vous voyez toujours le sujet révolutionnaire, donc c'est toujours le bleu, mais les femmes en 2024 ont plutôt voté démocrate. Voilà. Donc ont plutôt été contre Trump. Ce qui est surprenant, Zoé, pour quelqu'un qui veut interdire Your body, my choice. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Mais on voit plaisir. On voit vraiment une vraie diff, même si y a encore beaucoup de femmes qui ont voté Trump, parce qu'il y a aussi beaucoup de femmes qui croient aux vertus de la famille traditionnelle et de l'interdiction de l'avortement, etc. Ouais, et puis des femmes qui ont un intérêt dans l'ordre raciste, etc. Enfin, tu vois, Exactement. On regardera les détails après, mais en fait, dans le pacte raciste proposé par Trump, alors c'est une version très différente de ce que nous, on a en France. C'est toujours difficile de transposer directement les conceptions politiques états-uniennes et les conceptions politiques de chez nous. Mais en tout cas, il y a un sujet féminin qui fait que globalement, les femmes votent moins républicains que les hommes. Donc ensuite, il y a des statistiques ethniques. Vous savez qu'aux États-Unis, c'est permis. Donc on voit alors même si c'est soumis à controverse, parce que vous savez que c'est compté un peu bizarrement. En fait, ils comptent vraiment les blancs purs et tout ce qui est voilà. Si vous avez un ancêtre à plusieurs générations, vous pouvez être considéré comme africain-américain, afro-américain comme on dit, alors que vous êtes probablement très très blanc, quoi. Mais en tout cas, ce qui est intéressant aux États-Unis, c'est que vous voyez, voilà, le vote blanc, le vote Trump est très blanc, vous voyez. Et les Afro-Américains, traditionnellement, donc c'est pas spécifiquement cette élection, votent beaucoup démocrates. Alors là, c'est vraiment la dissymétrie, elle est importante. Les Asiatiques, eux, sont des classes un peu plus supérieures, donc ils votent un peu plus démocrates. Et les Hispaniques, eux, vous voyez, c'est vraiment moite-moite. Et je vous l'ai mis en parallèle avec l'élection de Trump de 2016, où c'était 65-29. Ce qui est très intéressant, c'est que les Hispaniques là, qui sont au cœur du sujet des émeutes en Californie avaient beaucoup plus voté Trump aux dernières élections qu'en 2016. Et ça, c'est quelque chose qui nous intéresse, nous, parce que je pense qu'on peut faire des parallèles en France, c'est-à-dire les immigrés donc, d'origine hispanique, aujourd'hui qui ont la nationalité américaine ou qui sont installés aux États-Unis, qui ont le droit de vote, vont être très pro-Trump, justement parce que c'est vraiment le pacte racial, la gestion de la pénurie avec le pacte racial, c'est-à-dire des gens qui vont se considérer comme, parce qu'eux maintenant sont américains, même s'ils sont d'origine hispanique, ils ne veulent pas
des derniers arrivés, même s'ils proviennent de la même origine qu'eux. On n'assiste pas encore à ça en France, c'est-à-dire par exemple une prolétarisation d'un vote, par exemple arabo-musulman pour Marine Le Pen. Voilà. L'islamophobie, on va dire, fait rempart à ça. Aujourd'hui, Trump, lui, n'a pas ce genre de problème, par exemple, d'être anti-catholique. Par exemple, la communauté hispanique est très catholique. Il n'a pas un anti-catholicisme ou un anti-hispanique, je veux dire, sur le plan culturel, qui fait que des gens ne se reconnaissent pas dans son projet, quoi. Et donc, il capte à lui des prolétaires issus de la diaspora hispanique, mais qui sont aujourd'hui américains et qui ne veulent pas des derniers arrivés. Et ça, c'est vraiment, vous voyez, cette logique triangulaire, producériste, parce que c'est des gens qui veulent garder le travail pour eux, etc., à favoriser Trump. Et donc, vous voyez la progression du vote, parce que majoritairement, les hispaniques sont majoritairement concentrés dans les classes les plus subalternes. Vous voyez, c'est aussi ce qui fait de Trump un vote beaucoup plus populaire, quoi. Voilà. Un petit peu pareil aussi chez les Asiatiques, mais la progression, elle se fait moins importante. Moi, je trouve ça vachement intéressant parce qu'au Texas, par exemple, on sait qu'il y a aussi beaucoup de main-d'œuvre hispanique, mais vous voyez, c'est un État qui va voter beaucoup plus Trump. Et là, on va voir beaucoup plus justement d'affrontements entre les derniers arrivés et les arrivés précédents. Voilà. Pareil, au Texas aussi, on a un peu plus de pénurie, les gens trouvent moins d'accès, il y a un peu plus de chômage, là où la Californie reste extrêmement en croissance ou extrêmement dynamique sur le plan économique. Ensuite, il y a l'âge, je vous ai tout mis, mais et puis ensuite, il y a diplômé, non diplômé, donc vous voyez, un écart de classe entre diplômé et non diplômé, ça, c'est des choses qu'on retrouve chez nous. Mais moi, ce que je voulais vous montrer, c'est que si on prend la population hispanique, vous voyez, on voit vraiment Trump en a capté. Et c'est aussi pour ça que Trump se permet ce qu'il se permet. C'est ce qu'on avait pré-shot avec Padu dans notre capsule. C'est aussi parce que là, aujourd'hui, il se dit « j'ai un assentiment populaire derrière moi. J'ai des hispaniques qui sont derrière moi pour violenter d'autres hispaniques. J'ai des ouvriers qui sont d'accord avec moi justement pour stopper l'immigration. » Et ça, il faut faire très très attention parce que cet assentiment populaire, il permet cet usage contre la force, contre les règles, contre l'état de droit, comme on dit chez nous. Et là, chez eux, là-bas, c'est contre l'état constitutionnel, fédéral, etc. Donc, c'est ce qu'on prend aujourd'hui dans la violence de l'affrontement entre les forces de Trump et les forces californiennes. Un dernier slide, une dernière diapo, pardon. Oui, l'américanisation de Chris, ça c'est un PB aussi. J'ai fait mon McKinsey. Donc on conclut sur ce qu'on a dit sur le début d'une crise potentielle, potentielle 2LE, pardon. Je me permets, Chris, parce que je vois que ça réagit un peu dans le chat. Il y a pas mal de gens qui trouvent que tu passes un peu à côté du sujet quand tu expliques le vote latino. Quand tu expliques le vote latino en disant c'est les faits qui veulent pas de nouvelles arrivées, etc. Parce que pour eux, ça explique pas pourquoi, par contre, les Noirs américains votent massivement pas pour Trump. Je trouve que peut-être que tu passes un peu à côté d'une part de hiérarchie raciale, notamment. Alors moi, je connais pas le sujet de manière extrêmement pointue, mais comment se fait la hiérarchie, notamment peut-être entre latinos et noirs aussi. Enfin, j'imagine qu'il y a cet enjeu-là qui se joue aussi. Oui, parce que justement, les latinos et les africains américains n'ont pas du tout la même place dans l'histoire des États-Unis et dans leur hiérarchie raciale. C'est-à-dire que les Afro-Américains sont, eux, descendants d'esclaves, donc sont les populations avec le moins de capital en moyenne aux États-Unis. Eux n'ont pas profité justement de la dynamique américaine de venir travailler et de s'établir grâce à l'immigration. Les Hispaniques sont plutôt la dernière vague de l'immigration de travail et de développement des États-Unis, comme l'ont été avant les Irlandais, comme l'ont été avant les Allemands, ensuite il y a eu les Polonais de l'Est, etc. Les Hispaniques sont cette dernière vague-là. Là où les Afro-Américains, eux, viennent d'une autre histoire, c'est-à-dire de l'histoire de l'esclavage et de l'histoire de la ségrégation. Et c'est très très important de comprendre qu'il y a un fait noir, négrophobe, spécifique aux États-Unis. C'est pas une hiérarchie des immigrés contre les non-immigrés, etc. Il y a un fait noir. Alors, et du coup, ça va recouper un peu ce que nous dit, il y a Na18377 dans le chat qui nous développe un peu ça, alors qu'elle a dit juste avant dans le chat qu'il est né à Caracas. Donc voilà, avec je pense une bonne connaissance de ces sujets-là. Et en fait, lui, sa take, au tout début, tu disais quand tu présentais leur manière de ranger les groupes ethniques, de dire voilà, il y a les noirs, il y a les latinos, il y a les blancs, etc. Et en gros, ce qu'il explique, c'est que le groupe des latinos, en fait, il n'est pas du tout homogène. Et que dedans, en fait, les latinos qui votent Trump,
c'est des blancs. Et que ceux qui sont accompagnés à la frontière, ceux qui souffrent et tout, au sein des populations latinos, c'est des populations soit de natifs, tu vois, soit de noirs en fait, hein, qui sont classés dans les latinos parce que Ouais. issus des pays sud-américains, etc. Tu vois la take? Oui, on est complètement d'accord, hein. On est complètement d'accord. Effectivement, c'est pour ça que j'ai dit, quand j'ai parlé des classements, que c'était soumis à controverse, il y a des blancs qui sont classés des fois dans les noirs. Il y a comme tu dis, des hispaniques qui sont blancs et qui sont classés dans les. Enfin, il y a des blancs qui sont classés dans les hispaniques. Et effectivement, il y a des gens noirs parce que s'ils sont noirs, mais qui viennent d'un pays. Sud-américains, de l'Amérique centrale ou de Sud-américains, ils seront classés comme immigrants hispaniques et ils seront renvoyés à la frontière. On est complètement d'accord que cette logique n'a rien à voir et c'est aussi une position de classe. Mais c'est pour ça que ce que je voulais rappeler, c'est pour ça que j'ai bien rappelé que quand vous parlez du vote hispanique, ça reste des gens classés dans les hispaniques avec toutes les limites qu'on peut avoir, mais des gens qui sont américains parce qu'ils ont la citoyenneté américaine et qui votent, quoi. Et donc, quand d'un autre côté, vous allez voir, par exemple, des immigrants hispaniques qui s'opposent et qui sont victimes de l'ICE, il y a une fracture complète entre les deux. Et le fait de les regrouper sur la logique du groupe racial hispanique ou du groupe culturel hispanique n'a absolument aucun sens. Ils sont même presque dans deux groupes culturaux-raciaux différents. On pourrait dire ils sont blancs, etc. Et puis ils sont dans des groupes de classes différentes. Ils sont dans des groupes nationaux différents. Parce qu'il faut aussi comprendre ça. Avoir la citoyenneté américaine ou ne pas l'avoir, justement, comme en France, hein, c'est ce qui fait aussi le traitement entre migrants et natifs, quoi, et citoyens locaux, quoi. Et cette histoire d'immigration, elle est très importante. Et elle est très importante aux États-Unis. Donc le vote hispanique, ça a effectivement peu de sens. Et ça a encore moins de sens quand on vient le mettre en balance avec les immigrés hispanisants ou hispaniques, etc. Mais ce qui est quand même intéressant, c'est que Trump, en ayant capté ce vote-là, va donner une caution pour taper sur les derniers arrivés qui pourraient les rejoindre. Vous voyez, si demain, par exemple, Marine Le Pen a un très gros vote, arabo-musulman dans ce pays, elle s'en servira pour taper sur il y a les bons et les mauvais, quoi. Vous voyez, et ça, c'est ce que fait Trump, quoi. C'est-à-dire qu'il utilise ces espèces d'agrégats, il a bien fait de le rappeler, notre camarade dans le chat, justement, qui n'ont pas de sens concret, mais ça les regroupe en disant, vous voyez, je suis pas anti-hispanique parce qu'il y a des gens hispaniques qui votent pour moi, etc. Et donc, c'est pas un problème. Soit c'est des délinquants, soit ils viennent voler notre travail, etc. Mais c'est pas un problème ni racial ni culturel. En fait, ça reste un problème culturo-national et racial de fait, c'est-à-dire de privilège des natifs, des citoyens de pays occidentaux par rapport aux pays plus périphériques. Merci pour cette précision et merci le chat pour ces précisions aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, je pense qu'on est pas trop mal. Eh ben... Après, ça crache un peu sur l'immigration cubaine anticommuniste états-unienne. Après, c'est une partie spécifique hein, qu'a fui Cuba. Hein. C'est ceux qui n'avaient pas intérêt à la révolution communiste aussi. Hein. Donc forcément, ça crée un petit biais de sélection. Ouais, évidemment. Tony Montana, quoi. Et qui sont des communautés très trumpistes. Hein, et oui, évidemment. En Floride, ouais. On va finir là-dessus. Donc, le début de la sécession. Donc on voit bien la crise du fédéralisme américain, donc un vote de défiance envers les États-Unis. Donc là, vous voyez, la Californie va autoriser une pétition pour réclamer son indépendance et elle commence à faire des consultations à ce sujet pour ce qu'on appelle le Calexit. Alors c'est pas mal, j'aime bien le Calexit. Je voulais mettre ça en titre, mais Zoé m'a dit mais personne va comprendre, Chris, oui. des tech un peu bizarres, etc. J'aime bien l'idée, c'est comme ça qu'ils en parlent, c'est-à-dire la sortie de la Californie de l'État fédéral, quoi. J'aime bien cette idée de Calexit parce que ça montre aussi par rapport à nous, à notre Brexit. Le Brexit, il n'y a rien de progressiste en fait. Ça reste les bourgeoisies locales qui sont sorties des traités européens, voilà. Et oui, qu'on soit clair, je redis, hein, mais quand on dit l'intérêt que nous, par exemple, de notre point de vue à nous, Français, progressistes, l'intérêt qu'on a à la sécession de la Californie, c'est pas de se dire trop bien, Gavin Newsom va créer un paradis, une expérimentation progressiste incroyable, anticapitaliste, etc. Et ça va entraîner un mouvement mondial révolutionnaire anticapitaliste et tout. Pas du tout, hein, c'est pas ça qu'on dit. Par contre, les États-Unis tels qu'ils existent, avec
encore une fois, le niveau de puissance économique et militaire et autres aussi qu'ils ont est forcément un empêchement pour la lutte progressiste intrinsèquement, quoi. Mais par contre, évidemment, si la Californie fait sécession, ça va pas devenir. Je vois que dans le chat, ça dit Popular Republic of California. Bah, ça On me signe, ferait hein. kiffer. Hein, Nous, on signe, hein. Nous, on signe tout de suite. Hein. Mais comment dire c'est peu probable, quoi. C'est Ouais, très, 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 très peu probable. c'est assez peu probable, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que on sait toujours où les révolutions commencent, on sait jamais où elles se terminent. Ce qui est sûr, c'est que les forces progressistes communistes de Californie devraient forcément avoir beaucoup plus de possibilités si demain cet État sort de l'Empire américain, quoi. Est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter Non, je voulais non juste, plus sur je toute voulais cette histoire finir là-dessus pour vous montrer aussi que la Californie se pose cette question aussi parce qu'elle a des rapports concrets, matériels et économiques d'opposition avec les États-Unis. La carte, la map au milieu, c'est pour vous montrer justement que la Californie est le plus gros net payeur, c'est-à-dire celui qui donne le plus à l'État fédéral par rapport à ce qu'il reçoit. Mm. Donc, vous voyez, la dissymétrie, elle est énorme. Et donc, c'est quelque chose qui, depuis 10 ans, provoque la montée du mouvement Calexit, c'est-à-dire de gens qui sont très à droite, hein, mais qui commencent à se dire qu'ils n'ont plus rien à faire dans les États-Unis parce qu'ils payent pour des États qui, culturellement, administrativement, intellectuellement, etc., n'ont rien à voir avec eux. Donc, c'est ça qui est intéressant. On a aujourd'hui un État qui a sa propre économie, qui commence à avoir une conscience nationale, qui commence à rentrer en percussion avec ses intérêts économiques et les intérêts économiques de son empire, qui maintenant commence à rentrer en contradiction avec les intérêts politiques de son empire, avec la façon dont on traite les gens, avec la police, etc. Donc tout ça fabrique des processus d'autonomisation. Et je termine en disant que quand vous avez vu, on a parlé de Xi Jinping et de la Chine. Je rappelle que au début avril, quand il y avait toutes ces... On a fait allez voir avec Padu, on a fait toute cette explication des mouvements de custom, là, comme on dit en français. De douane, voilà. T'es le gars... L'américanoïde, il sait plus dire en français. Mais donc, tous ces mouvements C'est terrible. tous ces mouvements de douane, voilà, de barrières douanières. Pourquoi pendant les émeutes, Xi Jinping était derrière ? Parce qu'au même moment, la Chine et les États-Unis étaient en négociation à Londres pour les douanes, alors qu'au début avril, quand Trump avait dit qu'il allait monter les niveaux de douane avec la Chine de manière énorme, le gouverneur de Californie avait dit « Je vais moi-même mettre mes propres tarifs de douane. Je ne veux pas des tarifs de douane de Trump avec la Chine pour la Californie. » Ce qui était déjà un signe très fort. Enfin voilà, ce que tu dis, c'est qu'il y a plusieurs signaux forts, la symétrie, etc. Je vois dans le chat, la Californie, c'est les Flamandes des États-Unis. Moi, j'allais dire c'est la Catalogne des États-Unis, mais l'Italie du Nord des États-Unis. Mais ouais, quand tu as des dissymétries énormes entre C'est ça. les régions, tu peux avoir du coup des dynamiques d'autonomisation qui jouent aussi, quoi. D'où l'intérêt des Chinois justement de pousser la Californie, parce que eux, Ouais, ils y bien trouvent sûr. eux, ils y trouvent un intérêt. Quand on vous dit qu'il y a énormément d'exportations de la Chine vers les États-Unis, faut savoir que 20% de ces exportations sont vers la Californie. Oui. Donc, Ouais, donc ils peuvent préserver leur marché, donc ça veut dire extérieur, que si demain il y a 100% là ils ont négocié 50% de droits de douane, mais si la Californie en fait pas partie, de fait pour eux c'est l'équivalent de 40%, quoi. Tout à fait. Bon, Voilà. écoutez, on va continuer à suivre de près cette histoire d'États-Unis, à regarder avec insistance ce qui s'y passe parce que du fait de leur position extrêmement dominante et tout ça, on est quand même. Ce qui se passe chez eux nous impacte nous aussi. Et pas que nous, impacte le monde entier. Donc on va regarder ça avec attention. On va continuer à suivre ce que nous dit le Saint Graphique, qui a bien sûr toujours raison. Voilà, on va pouvoir renommer Chris, c'est la Pity. Qui donne l'oracle du Saint Graphique chaque midi sur la chaîne Pas du Team. Voilà, c'est magnifique. Sur ce, si vous voulez nous suivre les analyses politiques, etc., qui sont faites ici, vous pouvez vous abonner à cette chaîne. Vous pouvez vous abonner à la chaîne personnelle de Padu, sur laquelle est récemment sorti un épisode dans les pas d'Anas Kazib, qui est passionnant, qui parle de son histoire militante, de syndicalisme, de stratégie électorale, pas électorale, réformiste et tout ça.
Vous pouvez, vous abonner aussi à ma chaîne sur laquelle pour l'instant il n'y a pas de contenu, mais il va y en avoir à un moment. Vous pouvez aller lire le site de la revue Position Revue sur lequel est sorti très récemment un article écrit par la camarade Lizzie sur l'écofascisme. Si vous voulez nous soutenir pour nous permettre de financer les projets à venir, on a des choses qui sont en préparation là. On a beaucoup de choses en préparation qu'on a hâte de pouvoir vous partager, qu'on devrait pouvoir annoncer dans les prochains mois. Si vous voulez nous soutenir, vous pouvez aller sur notre Tipeee. Et sur ce, on vous dit à plus tout le monde. Salut! Salut!